Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. Les témoignages s'accumulent sur les souffrances endurées par les familles qui ont perdu un proche et qui, en raison de directives sanitaires appliquées avec zèle, se sont retrouvées privées de toute possibilité de les voir à l'hôpital, de voir leurs proches à l'hôpital, et qui n'ont eu d'autre choix que de les laisser mourir seuls, sachant que le supplice de l'absence s'est prolongé au point de ne même pas pouvoir reconnaître le corps ni organiser des funérailles décentes. C'est donc toute la chaîne, en quelque sorte, de l'inhumanité qui s'est organisée dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors des voix s'élèvent pour dénoncer la régression justement dans cet ordre de l'humanité, un mot qui revient souvent, l'humanité la plus élémentaire que cette épidémie a imposée à toute la société. Est-ce qu'on est descendu d'un cran, de 2 crans, voire de plusieurs crans? Et donc certains ont mentionné le mot de barbarie, on a pu l'entendre sur notre antenne pour qualifier ce qui se passait à l'hôpital en ce moment. Mais voilà, la plupart des gens n'ont pas accès aux médias et n'ont donc pas de porte-parole. Depuis plusieurs semaines, vous entendez sur d'autres médias et donc sur le nôtre ce matin, Stéphanie Bataille qui consacre déjà tout son temps à son combat pour la dignité, car des dizaines de milliers de personnes sont parties comme son père, le comédien Étienne Trabert. Elle est avec nous ce matin pour expliquer le sens de ce combat qu'elle mène depuis le mois de janvier et porter peut-être la parole qui est aussi la vôtre. Bonjour Stéphanie Bataille. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors racontez-nous d'abord votre histoire avant de s'expliquer sur les préconisations qu'on pourra avoir pour changer cette situation qui est celle que vivent des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui à l'hôpital. Alors, mon histoire d'abord, c'est l'histoire de mon père et c'est l'histoire de dizaines de milliers de personnes. Mon père est rentré à l'hôpital le 13 décembre 2020 pour une pose d'un clip sur la valve mitrale à la Pitié-Salpêtrière. Quel âge avait-il ? Il avait 81 ans. Écoutez, il était très bien, il marchait, il n'était dépendant de rien. Une foi et surtout un grand espoir dans ce clip de la valve mitrale. Et il a été testé le 13 décembre négatif au Covid. Il a été opéré le 14, le 15-16, il était heureux. Et c'était doux et magnifique de le voir dans cet état-là. Et à partir du 17, il a montré quelques signes du coronavirus. Une bouche sèche, quelques courbatures. Je demandais à ce qu'il soit à nouveau testé. On m'a dit, non, comme il a été testé le 13, c'est certainement pas ça. Donc ça, c'était le 17 en fin de journée. Et puis le 18, le 19, le 20, quelques signes qui commençaient à vraiment persister. Et tous les symptômes du coronavirus, on pouvait quasiment cocher toutes les cases. Il n'a été retesté que le 24 décembre et avec un test positif révélé le 26 décembre. Il est resté en cardiologie, donc ça c'est très important de le dire, c'était donc en cardiologie et en unité cardiaque intensive, et il est parti en unité Covid, un pavillon qui est juste en face de la cardiologie, à partir du 30 décembre. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons plus eu le droit de le voir. On nous a dit cette phrase absolument terrible, vous le reverrez au dernier moment. Vous l'avez vu jusqu'au 30 ? Je l'ai vu jusqu'au 30. À partir du 26, on devait rentrer dans la chambre, évidemment équipée avec la charlotte, la surblouse, les surchaussures et des gants. On avait le droit des visites de 10 minutes. Il était tout à fait conscient. Il m'a même dit cette phrase, « Steph, fais le maximum pour que je sorte de là, car sinon vous n'aurez que les restes. » Je crois que la conscience était complètement là. Et à partir du 30, il a fait l'orage clinique. Et donc, cet orage, ce sont toutes les défenses immunitaires qui se battent contre vous, au lieu de se battre pour vous. Et donc, le 30, il est allé en unité Covid. Et là, j'ai été reçue par 2 femmes médecins qui m'ont dit que je ne le reverrai qu'au dernier moment. Je peux vous dire que cette phrase, c'est un cauchemar. Elle revient dans ma tête quotidiennement, voire heure par heure. Comment est-ce possible de dire cette phrase-là ? Comment peut-on prévoir le dernier moment ? Comment peut-on être sûr que la personne va partir prochainement ? On va à l'hôpital pour se faire soigner et pas pour y mourir. C'est pas une montée à l'échafaud. Juste Stéphanie Bataille, vous auriez pu retirer votre père avant le 30 décembre et vous dire avant d'aller dans le pavillon Covid, ah bah non, mais je le reprends chez moi. Alors, c'était un peu compliqué. Je vous explique
pourquoi. C'est-à-dire que jusqu'au 19 décembre, il n'avait pas besoin d'assistance respiratoire. Et comme vous le savez, le coronavirus peut attaquer les poumons. Oui, mais entre le 26 et le 30, puisque à partir du Non, moment où le test avait été oui, mais là, à ce moment-là, positif. le 26, on a attendu trop longtemps, si vous voulez. Les symptômes ont commencé le 17, il n'a été testé que le 24, le résultat a été le 26. Donc vous ne pouviez pas le récupérer. Je ne pouvais pas le récupérer parce qu'il avait besoin d'un masque à oxygène. C'est ça. Je n'étais pas équipée, ni ma mère, de tout le dispositif nécessaire pour le soulager au niveau respiratoire. Donc on l'a mis sous Optiflow à partir du 30. Optiflow, vous savez, c'est une machine absolument incroyable, des lunettes que vous posez donc sur vos oreilles et 2 petits tubes qui vous envoient de l'oxygène jusqu'à 70 litres par minute. Il s'est sorti de son orage au bout de à peine 72 heures. J'ai envie de même vous dire même 48 heures, plus exactement. Et on avait le droit de le voir sur une tablette. On avait l'impression d'avoir un navigateur en pleine mer. Et donc organisé par un soignant qui était avec la tablette à côté de lui, ou il était tout seul à manier sa tablette? Non, la tablette est apportée uniquement du lundi au vendredi, pas le week-end, par des jeunes étudiants qui font leur service civique et qui apportent cette tablette, et on laisse la personne avec la tablette. Donc quand la tablette tombe, c'est un peu compliqué quand on est dans le lit. Mais il y avait l'effort de garder le lien avec la famille à ce moment-là. Oui, enfin, ça, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Mais il nous demandait, il nous suppliait, mon frère et moi et ma mère, de venir le voir et de le sortir de là. Sortez-moi de là parce que je vais crever. Alors qu'il allait mieux. Ah bah bien sûr qu'il allait mieux. Il allait tout à fait bien. Il était au fauteuil, il était habillé, il avait demandé à un infirmier de le raser. Il était très bien. Et puis donc on a vu cette dégradation à partir du 2 janvier, où il nous implorait de venir le voir. Et il s'est mis à pleurer. Nous, on était effondrés. J'ai appelé des amis médecins qui ont appelé le chef de service. Le chef de service a dit non, vous le verrez au dernier moment. Comment peut-on appeler ça autrement que de la torture? L'élément de langage, c'est vous ne le verrez qu'au dernier moment. Oui, c'est ce qu'on répète aux familles. Toujours, oui, bien sûr. Et dans tous les témoignages que je reçois encore aujourd'hui, c'est une phrase qui tombe dans une sorte de banalité. Et alors, ce dernier moment? Et ce dernier moment, moi, je peux vous dire que je ne l'ai jamais attendu. Mais vous l'avez vu? Donc, il est reparti en cardiologie à partir du 8 parce qu'il s'est épuisé au niveau du cœur, parce qu'il était stressé, parce qu'il sentait venir la fin. Mon frère a pu le voir le 8 au soir en Covid, parce que ça allait être le dernier moment. Tout ça est d'un cynisme total. Et le 10, j'ai eu le droit de le voir. Il était tout nu dans son lit, les mains attachées, parce qu'il ne supportait pas le masque à oxygène. Il préférait l'Optiflow, mais il n'y a pas d'Optiflow en cardiologie. Comment peut-on attacher les mains de quelqu'un? Comment peut-on le laisser tout nu dans son lit? Le préparait-on au dernier Vous avez eu souffle? des explications? Non, je n'ai pas eu d'explication. J'ai eu des explications en me disant qu'il était nerveux. C'était normal qu'il soit nerveux puisqu'il était dans son urine. Donc évidemment, c'est comme un enfant. Quand un enfant a fait des petits pissous dans sa couche, il est nerveux, il crie, il pleure. Et donc j'ai demandé à ce qu'on le change. On l'a changé, et le 11 à 10h45, mon frère a pu accompagner notre père, et il est mort à 10h45 le 11 janvier. Alors à ce moment-là, Stéphanie Bataille, quelle a été votre réaction par rapport au combat que vous menez aujourd'hui? Vous vous êtes dit, la suite de l'histoire que vous déroulez en ce moment, elle vous paraissait évidente? C'est-à-dire, vous vous êtes dit, je vais faire ça? Non, là, à ce moment-là, je suis dans un état de sidération, parce qu'on est sidéré, parce que c'est pas terminé. On nous a dit qu'on avait le droit de se recueillir pendant 1 heure et qu'ensuite on ne le reverrait plus. Ah bon? Mais ma mère va arriver pour apporter des vêtements. Ah non, on n'habille pas les gens qui ont le Covid, on les met dans un body bag. Alors, je veux dire, le temps que ça monte au cerveau, je peux vous dire qu'il y a quelques minutes, on est surpris, on est en état de choc. C'est un choc traumatique. Donc nous n'avons pas pu revoir notre père. On nous a présenté, le jour où on est allé le chercher pour l'enterrement, un cercueil fermé. Donc nous avons le doute de savoir si c'est vraiment bien lui. Comment est-ce possible d'en arriver là, de laisser partir quelqu'un tout nu dans un sac en plastique? Je crois qu'on est sur la pente de la fin de l'humanité. On est devenu humain au moment où on a su enterrer nos morts. Et tout ça est fait dans une sorte de normalité, une banalisation du mal. Et quelques jours après son enterrement, je me suis dit, ce n'est pas possible.
mon père qui nous a transmis tous les jours le respect, la justice, qui a accompagné ses amis jusqu'à la fin et qui a eu des témoignages absolument extraordinaires pour toutes ces personnes-là, qui nous a appris le respect aussi de la mort. Je peux pas laisser faire ça. Donc j'ai commencé à écrire une lettre adressée au président de la République et au ministre de la Solidarité et de la Santé, des Solidarités et de la Santé, pardonnez-moi. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai été reçue par Brigitte Macron et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je pense que je ne suis pas la seule. Et effectivement, j'ai recueilli des témoignages bouleversants. J'en suis à plusieurs milliers de témoignages aujourd'hui. Alors, il y a une pétition sur change.org. Exactement. Stéphanie Bataille en un seul mot. Voilà. J'ai créé une adresse mail qui est Stéphanie Bataille pour vous en un seul mot, Stéphanie Bataille pour vous en un seul mot @gmail.com. Je précise que ce nom, qui est un pseudo, est antérieur au combat que vous menez aujourd'hui. Tout à fait. C'est mon nom de guerre pour faire la paix. Voilà. Et vraiment aujourd'hui, il a vraiment tout son sens. Vous travaillez aussi avec le comité d'éthique avec Emmanuel Hirsch. Tout à fait, j'ai rejoint Emmanuel Hirsch. Qu'est-ce qu'il vous a conseillé là-dessus ? Lui, il est complètement dévasté par ce qu'il se passe. Nous sommes en train de faire un observatoire où on essaye de donner des directives, d'essayer de réveiller les gens. Le problème, c'est qu'il n'y a que des préconisations qui sont données par le gouvernement et chaque directeur d'hôpitaux ou d'EHPAD, parce que je me bats également pour les EHPAD, n'ayant pas moi-même de famille en EHPAD, mais j'ai des témoignages, c'est pas bouleversant, atomique sur ce qui se passe dans les EHPAD, où des gens ont été privés de visite depuis 1 an. On met ça sous le dos, les personnes âgées partent, on dit que c'est un glissement. Comment est-ce possible d'interdire les visites ? Comment est-ce possible ? Stéphanie Bataille, je vous pose justement la question, parce que je pense que beaucoup de gens se la posent cette question. Quand on a les directives des autorités de santé, l'ARS, derrière lesquelles se réfugient beaucoup de directeurs d'EHPAD qui vous disent, on va faire un comité de pilotage cette semaine pour actualiser nos données et notre politique. Et puis, on verra en fonction de ce que nous dit l'ARS. Est-ce qu'on peut se réfugier ? Est-ce qu'il y a un moyen de contester une décision de l'ARS ? Vers qui faut-il se retourner quand on n'est pas d'accord avec une mesure prise par un établissement ? Je pense qu'il faut se retourner sur soi-même. Je pense que... mais je pense que l'obéissance a ses limites. On ne peut pas obéir à des lois uniques. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous dites au directeur d'établissement de l'EHPAD qui vous empêche de visiter votre parent ? Il y a des directeurs d'EHPAD absolument extraordinaires que j'ai eu au téléphone qui font tout, qui mettent tout en ordre pour que les familles puissent voir leurs proches. En chambre ? En chambre. En contact direct ? Oui. Alors c'est très anecdotique, mais ça existe. Et il n'y a aucun problème. Et ceux qui refusent, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? J'essaye de leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils ont la loi pour eux, ils vont vous répondre qu'ils ont la loi pour eux. Ah oui, mais la loi, je veux dire, il y a des lois qui ne sont pas possibles. On ne peut pas tout accepter. Si la loi vous demande de tuer votre voisin, vous n'allez pas tuer votre voisin. Non, mais d'accord, mais je prends l'exemple, pardonnez-moi de creuser un petit peu, vous êtes là pour ça. Bien sûr. On comprend très bien que l'expression body bag a quelque chose de terrible. On pense même à la guerre du Vietnam, par exemple, où l'effet des soldats américains qui étaient enveloppés dans des sacs plastiques et qui revenaient au pays a fait un effet très fort sur l'opinion. Là, on comprend très bien le traumatisme que vous avez subi. Maintenant, on peut aussi estimer que c'est une mesure de protection de l'environnement, simplement. C'est-à-dire des personnes qui... Il n'y aurait rien qui serait fait. Des gens vous diraient « Ah, mais comment peut-on laisser quelqu'un qui a eu le Covid comme ça ?» C'est normal qu'on prenne des mesures sanitaires. Vous voyez ? Non, je ne suis pas d'accord. C'est un cas de force majeure. Non, je pense que l'hygiénisme pousse au totalitarisme. Je pense, j'en ai beaucoup parlé avec Patrick Pelloux, une fois mort, faute du contraire, ou alors il faut me le prouver, on ne respire plus. Vous n'êtes pas sans savoir que le coronavirus se propage par les voies respiratoires. Je pense qu'il y a des tenues tout à fait adéquates en chambre mortuaire pour pouvoir habiller le défunt. Là, on tombe dans une sorte ensuite de facilité, c'est-à-dire c'est trop simple de dire il a le Covid, on ne fait pas de toilette funéraire et on le met dans un body bag. C'est-à-dire qu'on arrive à des choses absolument terrifiantes. Est-ce que ça fait l'objet de directives particulières, le fait de dire, quand une personne atteinte du Covid meurt, voilà ce que les pouvoirs publics recommandent. Oui, il y a eu des directives dans ce sens-là, mais qui sont absolument dingues. C'est impensable. Et qui peut les revoir, ces directives ?
Je pense C'est que les législateurs, c'est qui? oui, les législateurs, je pense que le gouvernement, je pense que le chef de l'État devrait aussi se pencher là-dessus. Comment peut-on laisser partir des citoyens sans pouvoir faire l'adieu au visage? La reconnaissance, c'est quand même extraordinaire, mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus rien. Ça vous a dit Brigitte Macron? Brigitte Macron a pris note de tout ce que je lui disais. Elle pensait que le cas de mon papa était un cas unique. Et moi, je ne venais pas que pour notre père. Je venais pour les familles. Déjà, c'était le 28 ou le 29 janvier. Les choses se sont accélérées. Elle m'a dit qu'elle allait faire remonter tout ça auprès d'Emmanuel Macron et d'Olivier Véran. Alors, il y a des petites mesures qui sont faites, une sorte d'ouverture. C'est vrai que depuis quelques jours, il s'interroge. Mais je pense que là, il y a action. Et puis surtout, il faut penser à toutes ces familles endeuillées. Moi, je suis là pour ça. Même aujourd'hui aussi, je parle en leur nom. Les gens sont traumatisés. Les gens sont sidérés de ce qu'ils ont Justement, vécu. Stéphanie Bataille, c'est une info du 18 février. Oui. Plus de mise en bière immédiate et un dernier adieu possible. La prise en charge des défunts du Covid-19 a été récemment modifiée pour pouvoir permettre aux familles et aux proches d'accomplir leur deuil. C'est un nouveau protocole qui a été transmis récemment par le ministère délégué à l'autonomie aux gestionnaires d'établissements pour personnes âgées. Ça concerne les EHPAD. On peut supposer que ça concerne aussi les hôpitaux. Là, je ne l'ai pas vérifié. Donc, il semblerait qu'on aille vers une normalisation, vers une dignité renforcée ou réhabilitée. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on aurait cassé ça. Je veux dire, il y a des gens qui me disent aujourd'hui, oh là là, heureusement que mon père ou ma mère sont morts il y a 2 ans. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Oui. Vous vous rendez compte vers quoi nous allons? C'est-à-dire qu'on est dans une perte de l'humanité. On cache la mort, on la banalise, on l'industrialise. Et pour moi, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Le droit opposable aux visites, Stéphanie Bataille, Oui. qui est un combat de Laurent Frémont, qui est venu sur cette antenne, qui a Oui. perdu son père il n'y a pas longtemps également. Ça, c'est quelque chose qui vous paraît, pour lequel vous vous battez? Bien sûr, je travaille avec Laurent Frémont. Nous nous sommes rencontrés grâce à André Berkoff quand j'ai lu son témoignage sur le support de Marianne sur Internet. J'ai été évidemment foudroyée de voir cet homme de 29 ans parler du départ de son père, Dominique Frémont, chirurgien. Et nous nous sommes rencontrés et nous travaillons ensemble. Et je m'en réjouis. Évidemment qu'il faut... C'est indispensable, les visites. C'est indispensable en tout genre. C'est-à-dire que là, si on accepte la non-visite, là, c'est terminé. Déjà qu'on accepte, je crois, beaucoup de choses, et ce qui est tout à fait normal. Il faut faire attention à ce virus, mais il ne faut pas avoir peur, parce que la peur engendre la folie. On l'a déjà bien vu dans l'histoire, et on le sait. Moi, je vois des gens, je vois des étudiants qui n'en peuvent plus de cette peur. Il y a énormément de suicides d'étudiants. Il va falloir quand même se pencher sur cette situation-là et en parler. C'est bien beau tous les soirs de nous donner le chiffre des contaminés et le chiffre des morts, mais il faut quand même savoir que tous ces chiffres des 230, 350, 400, ce sont comme des hommes et des femmes qui ont pour la plupart attrapé le Covid à l'hôpital par le personnel soignant. Maintenant, on en vient à dire que le coronavirus est la première maladie nosocomiale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il va falloir nettoyer les hôpitaux et faire attention et surtout prendre soin. Je pense que c'est très très important. Il faut prendre soin des uns des autres, que ça soit dans la vie de tous les jours, parce que cette peur, évidemment, engendre une violence qui est insupportable. Violence au sens propre et violence psychologique qui est insoutenable. Est-ce qu'il y aura des suites judiciaires à votre action? Est-ce que vous estimez au contraire que si vous allez devant la justice pour X chef d'accusation, ça ajoute de la violence à la violence? Non, je pense que c'est important de faire entendre ses voix. On ne peut pas se taire. Je pense que c'est important de réhabiliter les gens qui sont partis d'une façon odieuse et inacceptable. On ne peut pas rester muet devant l'abject. Il est important qu'il y ait... je ne parle pas du tout de réparation en numéraire. Je pense à une réparation mentale, de l'âme. Malraux disait, le 21e siècle sera ou ne sera pas spirituel. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Là, on est loin du projet. Et ce projet, pour moi, il est indispensable. Et que le 21e siècle, c'est maintenant. C'est pas il y a 21 ans. Nous y sommes là. Le coronavirus ne fait qu'éclairer nos manquements. On voit bien que
tant qu'on mettra l'argent au centre de la société, les choses n'iront pas. On a serré les budgets de l'hôpital, on a fermé des lits, on voit bien où est-ce que ça nous mène. Plus de 40% des opérations sont maintenant annulées, donc les gens ne peuvent pas se faire soigner parce qu'il n'y a pas assez de lits, parce qu'on manque de personnel. Je vois bien les infirmières, leur dévotion, mais ce n'est pas possible. Leur dévouement. Oui, leur dévouement. Et ce n'est pas possible d'avoir 5 patients à s'occuper, ça n'existe pas. Elles sont au bout du bout et je leur tire mon chapeau, surtout celles qui sont en Covid à la Salpêtrière. Ce sont des jeunes femmes qui sont au bout du bout. Et j'ai aussi des témoignages d'infirmières et de médecins qui veulent démissionner parce qu'on leur demande de faire l'insupportable. Et ils ne veulent pas être complices de directives ou d'ordres de petits cheffaillons. Stéphanie Bataille, votre pétition, qu'est-ce que vous allez en faire ? Qu'est-ce que je vais en faire une fois que j'aurai vraiment beaucoup de... Là, pour l'instant, je suis quasiment presque à 43 000 signatures. Avec Laurent Frémont, nous allons aller voir des médecins. On travaille aussi avec des médecins. Vous travaillez avec Emmanuel Hirsch. Et on va, évidemment, grâce à ces signatures qui sont extrêmement importantes, c'est vital d'aller voir l'autre. C'est vital. Il faut bien le reconnaître. C'est vital. Et donc, qui dit vital dit vie, et grâce à ces signatures, j'espère, nous faire entendre comme quoi il est impossible d'interdire les visites. Vous vous rendez compte le combat que je mène ? On parle de choses qui sont tellement évidentes, on est au-delà de la régression. Évidente, sauf que quand on vous répète toute la journée qu'il y a des gestes barrières, la barrière, à un moment, elle arrive, c'est ça. Ça s'appelle des gestes respectueux. Mon père détestait ce mot de barrière, des gestes respectueux. Je vous respecte, je garde mon masque, vous voyez, on ne s'est pas serré la main, j'ai pris du gel hydroalcoolique, nous avons une certaine distance, mais je vous vois. Par exemple, c'est agréable de voir quelqu'un, de lui parler dans les yeux. C'est essentiel. C'est essentiel. Donc, d'où on va retirer ce contact essentiel. Ce n'est pas... Est-ce que vous vous donnez un délai pour obtenir quelque chose, faire évoluer ? Mon délai, c'est tout de suite et maintenant. Je ne veux pas faire de procrastination. Mais vous n'avez pas eu de réponse des pouvoirs publics, du ministère de la Santé ou de quelque autorité ? Ça commence à bouger. J'en suis sûr, il y a de plus en plus de plaintes qui sont déposées. Beaucoup de gens font appel à des avocats. Il y a beaucoup d'avocats qui sont très concernés par le sujet. Le 17 mars, je tiens à le dire, ça fera 1 an qu'on sera confinés. Ça fera 1 an que les gens sont dans un deuil insurmontable, infaisable. Et donc, j'invite tous les gens à m'envoyer une photo de leur défunt avec une petite phrase. Et je vais faire des montages et nous allons mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la pétition. C'est change.org avec /Stéphanie Bataille. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Vous avez aussi une page Facebook, on pourra relayer tout ça. Et puis, on se donne ce délai du 17 mars pour voir si peut-être cette date-là sera plus que symbolique dans le combat que vous menez. Merci d'avoir été avec nous, Stéphanie Bataille. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.